Merci. La parole est à Monsieur Jacques Lamblin. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, dans une intervention incisive, Madame la Présidente de la Commission de la Défense a dit que le ministre de la Défense avait défendu son budget. Je pense qu'elle a raison, mais contre qui l'a-t-elle défendu? Elle l'a défendu contre il l'a défendu, contre son gouvernement et contre sa majorité. Pourquoi? Eh bien parce que si le ministre est convaincu que la défense nationale est une priorité, il n'en est pas de même de beaucoup de membres de cette majorité. Et si on veut pour preuve un exemple tout simple, le même gouvernement, la même majorité décide quasi simultanément de créer 200 000 emplois d'avenir à prix d'or pour aider à l'intégration et à la formation d'un certain nombre de publics. Et en même temps, vous supprimez 20 à 25 000 postes de militaires du rang, vous décidez de supprimer dans les temps futurs 20 à 25 000 postes de militaires du rang, alors que la défense nationale est reconnue pour son efficacité en matière de formation, d'intégration, d'assimilation et d'éducation. Je pense qu'il y a une certaine incohérence. Alors dans ce contexte, que fait le ministre du Budget? Bien, le plus dangereux, finalement, pour la défense nationale, c'est les agissements du ministre du Budget. Parce que, avec une logique implacable, il prend l'argent là où ça fait le moins mal à sa majorité et là où les victimes protestent le moins, c'est-à-dire à la défense nationale. Alors, en ce moment-là, le budget 2013, à coup de réserve de précaution, de gel, de surgel, il y a 5% actuellement du budget de la défense qui est dans la nature. Ma question, elle est simple, parce que le budget, c'est une belle chose, mais ce qui compte, c'est la loi de règlement. La loi de règlement 2013 sera-t-elle exécution de 95% du budget de la défense ou de 100%? Et dans une si funeste perspective, est-ce que la loi le budget 2014 sera exécuté à 100% ou à 95%. Monsieur le ministre. Écoutez, moi je ne vais pas attaquer le ministre du Budget ici avec parce que d'abord j'ai des relations extrêmement étroites et amicales avec lui, et ensuite parce que mais il vaut mieux que j'ai des relations étroites et amicales avec le ministre du Budget, c'est mieux que le contraire. Et donc, je n'ai pas à sortir de matériel militaire lorsque je discute avec lui, au contraire. Je voudrais vous dire que vous faites une erreur d'optique que j'ai déjà entendue dans d'autres interventions. Comment est-ce qu'on sanctuarise un budget de la défense? En indiquant un montant avec lequel on essaye de répondre à des besoins capacitaires et opérationnels. C'est comme ça que se pose le problème. Ce n'est pas est-ce que je mets plus ou moins de postes, c'est est-ce que j'ai une masse financière suffisante pour remplir les missions que le président de la République, que la nation donne à sa défense. Et j'estime qu'avec le montant de 190 milliards d'euros courant sur la période de la loi de programmation militaire, nous sommes en mesure de répondre aux contrats opérationnels que nous concluons avec nos armées. Et à partir de là, nous déclinons nos besoins, ceux qui sont engagés, mais ceux qui étaient soit insuffisamment engagés, soit sous-estimés. Je pense en particulier à la préparation opérationnelle, qui servait à l'intérieur du budget des armées de variable d'ajustement. Je pense aussi à la nécessité de renforcer les commandes industrielles, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas auparavant, puisque là, j'ai indiqué tout à l'heure qu'on allait progresser dans ce domaine-là. Ce qui veut dire aussi qu'il faut que nous ayons de quoi prévoir l'avenir et donc réserver des crédits pour la recherche et l'innovation. Puis en plus, il faut acheter des MRTT, des drones, tout cela. Et c'est quand on a fait cette équation-là que l'on retrouve la nécessité d'avoir une déflation d'effectifs. Et on a une déflation d'effectifs non pas en comparaison avec les emplois d'avenir ou les emplois de l'éducation nationale, mais par rapport aux missions que l'on donne à notre propre défense et à sa capacité de répondre aux trois missions fondamentales que sont la dissuasion, la capacité de projection et la protection du territoire. Et nous répondons dans ce budget et dans la loi de programmation à ces trois missions. Bien, Monsieur le ministre du Budget, puisque vous avez été interpellé, je vous propose de réagir. Oui, je voudrais remercier Monsieur Lamblin pour sa question extrêmement nuancée et amicale. Je savais que je n'étais pas venu pour rien et sa question m'en donne la démonstration.
D'abord, je veux confirmer ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian. Nous sommes l'un et l'autre attachés à ce que le budget de la Défense puisse disposer des moyens de l'exécution de la loi de programmation militaire dans des conditions qui permettent d'abord au Parlement d'exercer ses pouvoirs de contrôle et ensuite qui permettent au gouvernement d'honorer les engagements qu'il a pris en termes d'équipement et de projection de nos forces. Je dois dire que, pour des raisons qui tiennent à nos relations personnelles, Jean-Yves Le Drian l'a indiqué, mais pour des raisons aussi qui tiennent aux instructions très fermes qui ont été données par le président de la République, chef des armées, nous travaillons ensemble pour atteindre ce but. Et nous le faisons d'autant plus que nous avons conscience l'un et l'autre de ce qu'est la situation à laquelle la représentation nationale a pu être confrontée au cours des dernières années lorsqu'elle examinait le budget de la Défense. Je pense à plusieurs sujets que François Cornu-Gentille a à l'esprit avec moi, puisque nous avons été l'un et l'autre rapporteurs en charge du suivi de la réforme du ministère de la Défense au cours de la précédente législature. Vous avez parlé des recettes exceptionnelles et du PIA. Je me souviens d'une époque où la commission de la Défense, après commission de la Défense au moment de l'examen des budgets, nous regardions les recettes exceptionnelles reprogrammées d'année en année au point qu'il nous arrivait de dire qu'elles portaient bien leur nom. Et vous vous souvenez de cela. Et je me souviens également d'une époque où les déflations d'effectifs ainsi que les investissements sur un certain nombre d'infrastructures et les économies attendues de la révision générale des politiques publiques ne dégageaient pas la totalité des ressources attendues pour procéder aux investissements nécessaires dans l'équipement de nos forces. Je me souviens également d'engagements qui avaient été pris qui n'avaient pas été tenus. Je pense à l'augmentation de 1% à compter de 2012 des crédits d'équipement du ministère de la Défense qui devait conforter les crédits d'équipement précédents. Donc, soyez sûrs que tout ce que je viens de décrire, nous n'avons pas la volonté, Jean-Yves Le Drian et moi, de le voir se reproduire. C'est la raison pour laquelle, à la fois pour ce qui concerne la fin de gestion et la suite, dans le respect très rigoureux des équilibres budgétaires auxquels nous devons nous conformer, nous travaillons ensemble pour que la Défense ait les moyens dont elle a besoin. Bien, nous en avons terminé avec les questions.